Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. La colonisation, écrit Aimé Césaire, est un crime contre l'homme. La colonisation de l'Algérie était une terrible violence avec des morts, des déportations, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, économique et culturelle. La période coloniale était donc marquée par un moment éloquent d'horreur et de brutalité. Elle était également marquée par des actions d'éclat, des résistances et une lutte de libération que le peuple algérien avait menée pour en finir avec le fait colonial. Depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, un intérêt particulier est accordé à la question de la mémoire de cette période, notamment pour qu'à chaque fois, honorer, rendre hommage à celles et à ceux qui se sont sacrifiés pendant cette période en combattant vaillamment le colonialisme. C'est ainsi que le 8 mai est décrétée Journée nationale de la mémoire. Une chaîne dédiée à l'histoire et à la mémoire est lancée le 1er novembre dernier. Et puis, il y a l'engagement du président de la République de rapatrier toutes les archives et les restes mortuaires des résistants algériens, dont une partie a déjà été rapatriée et enterrée dans la dignité dans un moment solennel à l'occasion de la fête du recouvrement de la souveraineté nationale le 5 juillet 2020. L'été dernier, le président français a nommé l'historien Benjamin Stora pour élaborer un rapport sur la colonisation de l'Algérie et au même moment, le président Abdelmadjid Tebboune avait désigné son conseiller à la mémoire et aux archives comme vis-à-vis. Il y a une semaine, l'historien français a remis un rapport au président Macron, lequel rapport a suscité une polémique en Algérie et en France, où même des historiens ont surtout relevé le caractère politique, voire politicien de ce rapport. Pour revenir sur le contentieux mémoriel entre l'Algérie et la France, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Boukhalifa Amazit et les journalistes et scénaristes. M. Boukhalifa Amazit, bonsoir. Bonsoir à vous. J'ai le plaisir de recevoir également l'historien, M. Mohamed Al-Korso. M. Mohamed Al-Korso, bonsoir. Alors, ça va. Et j'ai le plaisir de recevoir également M. Fouad Soufi, historien, archiviste et chercheur associé au CRASC. M. Fouad Soufi, bonsoir. Bonsoir, merci. J'ai parlé d'un rapport qui a un caractère, selon évidemment un certain nombre d'historiens, qui a un caractère politique, M. Boukhalifa Amazit. Il a un caractère politique parce que la demande vient d'un homme politique. Et d'ailleurs, il ne se défend pas de cela. Il le reconnaît dans un entretien qu'il a accordé à la télévision algérienne. Il reconnaît avoir travaillé dans des conditions, c'est-à-dire qu'il ne peut pas échapper, disons, à l'environnement politique qui est celui d'aujourd'hui. Ensuite, ce rapport est fait dans un objectif politique, c'est-à-dire un assainissement, entre guillemets, une louche de guillemets, des relations entre l'Algérie et la France, des relations politiques, diplomatiques, économiques, etc., qui sont posées comme, disons, un préalable politique. Et il intervient dans un moment politique français assez important. Dans 2 ans, il y a les élections présidentielles et, bien entendu, les ambitions du chef de l'État français actuel, M. Macron, de se représenter et, bien sûr, de gagner ces élections. Donc, c'est aussi un moment politique et il répond à... Il a même, je dirais même qu'il a été utilisé comme bélier politique pour l'ouverture de la campagne, disons, parce que sachant qu'il allait susciter des réactions politiques également. Ceci étant, effectivement, il s'adresse au président de la République française, à l'opinion française, aux citoyens français,
Mais seulement cela n'empêche pas qu'il s'adresse d'une façon, par ricochet, à nous, Algériens, parce qu'il s'agit de nous, même s'il ne s'adresse pas à nous. Il parle de nous et de notre histoire, ce qu'on appelle l'histoire commune, si tant est que deux peuples peuvent écrire ou avoir. Nous avons vécu des moments historiques communs, nous avons vécu l'histoire en commun, mais elle n'est pas commune. Parce que je le dis, je le répète à plusieurs reprises, on n'a pas la même conception de l'histoire selon qu'on se trouve derrière la crosse ou devant le canon. Je crois que on ne peut pas échapper, disons, on ne peut pas échapper au débat, et il est tout à fait légitime que nous ayons un débat autour de ces questions. Monsieur Mohamed Al-Qoursou, j'ai dit que certains historiens ont jugé ce rapport comme étant un rapport en deçà de leur attente d'un point de vue scientifique. Donc, en tant qu'historien, quel regard vous portez sur l'orientation générale de ce rapport? Non, je vais vous donner, si vous permettez, d'abord mon impression. Oui. Je commencerai par la fin. Oui. Ce débat, à la limite, ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas un rapport qui m'est adressé à moi. Oui. C'est un rapport qui a été, c'est une commande politique, qui a reçu immédiatement une réponse politique. Oui. Hein? Son auteur, il faut le reconnaître, c'est un historien spécialiste de l'histoire de l'Algérie. Bien. Une demande politique qui s'inscrit dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France suite à un contact, à des coups de téléphone entre les deux présidents de la République, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président français Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a missionné le 20 juillet 2020 un historien, en l'occurrence Stora, pour, je cite, pour l'aider à la limite à avoir une image plus ou moins soft, hein, pour aller vers une espèce de réconciliation. Peut-être que ce sera le débat qui va nous intéresser. Qui va nous intéresser. Bien. Ce rapport m'interpelle malgré ça, hein, m'interpelle, oui, parce qu'il pose un certain nombre de questions. D'abord, sa perception de l'histoire. Ensuite, cette question mémorielle, hein, où il oppose de mémoire. Hein, et ensuite, la position du gouvernement français. Parler de réconciliation, je crois, à mon sens, c'est en soi une démarche positive. C'est bien. Nous ne sommes pas en guerre. Aller vers une réconciliation, la recherche de la paix, c'est quelque chose de positif. Sauf qu'une précision s'impose. De quelle mémoire s'agit-il? De quelle mémoire s'agit-il? Nous savons que les colonies ont de tout le temps divisé les Français et la France. Encore plus, ce qui s'appelait à l'époque, par un espèce d'euphémisme, la question algérienne. Elle les divise encore aujourd'hui, elle les divisera encore davantage, parce qu'elle a également divisé les Français du temps du général de Gaulle, par la suite les différents présidents, hein, Chirac avec le problème des archives, Mitterrand, et la Akhiri. Hein, bon. Ensuite, cela m'intéresse parce que les stigmates, en fin de compte, laissés par les accords d'Évian et par la suite le départ massif des Pieds Noirs, sont recyclés actuellement parce que j'appellerais les héritiers politiques de l'Algérie française, les héritiers politiques de l'OS, les héritiers politiques de Massu, les héritiers politiques de Bijard, de Sarès. Hein, qui ont mis à un moment donné la République en péril, la République française en péril, et qui actuellement portent également cette voix avec force. D'autant que, comme vient de le dire Cézamazit, mon collègue, dans 15 mois, c'est les élections présidentielles en France. Et il y a une course mortelle entre deux leaders opposés, à savoir Marine Le Pen qui devance, semble-t-il, de quelques points dans les sondages Macron, et Macron lui-même qui a une autre représentation. Dans ce paysage complexe, hein, s'inscrit un personnage
qui est l'historien Benjamin Stora. Le produit qu'il a produit, hein, reste un document de travail. Reste un document de travail, pas pour nous, reste un document de travail pour les Français, pour les historiens français, pour les politiques français. Et déjà, actuellement, c'est la division au sein du paysage politique français. Je vais m'arrêter là. Voilà. Monsieur Fouad Soufi, quelle est l'appréciation que vous avez eue après la lecture de ce rapport? L'appréciation générale, oui. D'abord. D'abord, quand on m'a posé cette question, c'était mercredi. Je dis, je ne peux pas vous dire ce que je pense de ce rapport. Je ne l'ai même pas reçu. On m'a dit, on va vous l'envoyer. Bah, ce qui m'a surpris, c'est que le jeudi, la presse, notre presse, enfin, en langue française privée, en langue française et en langue arabe, publiait déjà des commentaires. En oubliant, à mon avis, mais Dieu merci, mes deux collègues l'ont rappelé, en oubliant un détail. En oubliant un détail, et heureusement qu'on est d'accord tous les trois, ça ne nous concerne pas. C'est un expert français missionné par le président de la République française. Il lui a dit, voilà, qu'est-ce que tu nous proposes? Et il a fait son rapport. Quand on m'a envoyé le rapport, on m'a dit, il ne faut surtout pas en parler parce que officiellement, le président ne l'a pas reçu, donc je vous l'envoie, mais je vous en supplie, ne le diffusez pas, Bon, ça c'est des détails qui m'honorent peut-être, mais en réalité qui ne m'intéressent pas. Je n'ai rien à fiche de vos problèmes. Je les comprends, d'accord, mais c'est un problème. Mais maintenant, ce qui m'a surpris, c'est l'audience de ce rapport depuis une semaine. Mais on en parle tous. La deuxième chose qui m'a surprise, mais je pense que c'est un point positif, c'est que la presse privée s'en est emparée. Ils l'avaient pas, bon, c'est leur problème d'honnêteté intellectuelle. Mais maintenant, depuis hier, si je ne m'abuse, ou avant-hier, même la presse publique, et vous en particulier, ça veut dire qu'en fait, oui, on a un problème avec ce rapport. Mais on l'a tellement, à mon avis, mal posé la question, et surtout dans la presse privée et dans la télé privée, pourquoi il n'y a pas de réponse? Mais enfin, on ne répond pas. Il ne répond pas. Non. Pourquoi il n'a pas fait de rapport? Mais enfin, est-ce qu'on lui a demandé de faire un rapport? Il est obligé. Il est fonctionnaire de l'État. Il est obligé. Le président de la République lui a dit, M. Tebboune lui a dit, voilà, tu es le vis-à-vis de... Mais on ne sait pas ce qu'il lui a dit après. Est-ce qu'il lui a fait une lettre? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est verbal? Mais tant qu'on ne le sait pas, je ne peux pas décréter que, ah oui, il est en faute. Il est en faute. On n'en sait rien. On le saura, hein, et on le saura très vite. Mais ceci dit, le point que j'estime immensément positif de ce rapport, c'est qu'il nous a fait ouvrir un débat en Algérie. Bah, tout d'un coup, les gens sont en train de s'intéresser à certains problèmes anciens ou actuels, et pour les individus comme moi, ils s'intéressent aux archives. Oui, tout le monde s'en fiche des archives depuis très longtemps. Donc sur la question des archives. Oui, monsieur Conso, si vous permettez, Fouad, là, on est malheureusement dans une situation de réaction. On réagit par rapport à un rapport. On est dans la défensive. On aurait aimé que ça soit le contraire. On aurait aimé faire de la publicité, entre guillemets, pour le point de vue de l'État algérien, des historiens, sociologues, psychologues, algériens, et non pas la publicité pour... faire de la publicité pour un document qui ne nous est pas adressé. On commande quelque chose qui ne nous est pas adressé. C'est là où le bas blesse. Ah ben oui, c'est ce que je crois qu'indirectement, je crois que en se mettant dans cette attitude, on se met également dans la position de demandeur.
C'est nous qui demandons d'ailleurs, l'auteur de M. Stora a pris le soin de préconiser, de suggérer un certain nombre de points qui retiennent d'abord le plus l'attention de la presse, ça c'est incontestable, c'est surtout ça. Quelles sont les mesures concrètes? C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement engager cette réconciliation, etc. Mais derrière, c'est-à-dire, il a une vision sur laquelle il s'est appuyé pour élaborer ce discours, cette série de propositions. Il l'a contextualisé, que ce soit dans l'introduction ou bien à la fin de la première partie, parce qu'il a rappelé un fait qui n'a rien à voir avec la question de la mémoire de la période coloniale concernant, c'est-à-dire l'Algérie sous la colonisation française. Il avait relaté un fait qui concerne la France. Pourquoi ? Je crois qu'il ne parle pas tellement de colonisation française. Il parle, c'est-à-dire qu'il y a cet euphémisme. Les Français sont très, la partie française a toujours été très habile dans le maniement des mots et des concepts. On parle de présence française et non de colonisation française. La présence française en Algérie. Et ça, j'ai l'impression que tous les historiens, que beaucoup d'historiens en tous les cas, la majorité, aiment bien ce terme. C'est-à-dire que on oublie le côté négatif et violent de cette présence. Ce n'est pas une présence, c'était une colonisation. Nous pouvons discuter de cela, mais entre nous Algériens, parce que nous savons ce que c'est, et c'est nous qui avons subi cela. Et je crois que partant de cela, partant de cette idée de présence, partant de l'idée d'universalisation de la culture française qui a été faite grâce à la colonisation. On parle davantage de présence, d'universalisation de la culture. On essaye de trouver de nouveaux mots pour essayer d'enrober tout ce phénomène colonial. Le problème entre la France et l'Algérie, je pense, et c'est mon avis, c'est le colonialisme. Oui. La question se pose entre colonisé, colonisateur. La raison ne peut pas répondre à cela. La raison est incapable de répondre à cela, pas plus que la philosophie. L'histoire peut apporter des réponses. Et si tu permets, Je t'en prie. Oui, monsieur les Moudjahidines. Oui. Je ne vais pas citer de nom, mais celui que nous connaissons, et même d'autres qui sont morts, disaient « Nous n'avons pas fait la guerre contre le peuple français, Absolument. mais contre les Algériens. Oui. Nous avons fait la guerre contre le système colonial. Colonial. » Et cette porte qui a été ouverte, elle n'a pas été prise en compte par les historiens français. Pour eux, Ils refusent. Pourquoi? Parce que si nous qualifions cette période, si nous arrivons à qualifier cette période de colonisation, et au même titre que l'esclavage, en faire un crime contre l'humanité, à ce moment-là, c'est tous les fondements idéologiques de la France qui s'écroulent. Ce sont on va déboulonner Cavaignac, on va déboulonner Bugeaud, on va tout changer. Comme le mouvement Black Lives Matter qui est né. Et ça fait peur, ça. Ça fait peur de chambouler toute une histoire. L'histoire, quand vous considérez que la France considère Napoléon Bonaparte comme le plus grand des Français, et pourtant c'est le plus grand des tueurs d'Europe. C'est un tueur de peuple, Bonaparte, mais c'était un héros. c'est un héros, et les Russes, Bien sûr. Monsieur... Moi, je reviendrai sur autre chose dans le J'ai une question prolongement. bien précise par rapport à cette question de la colonisation. Parce que dans son rapport, Stora parle de guerre d'Algérie, je le cite, et de colonisation. Est-ce que c'est normal, justement, de séparer la guerre de libération nationale de la colonisation? En fait, moi, je ne peux pas lui faire ce reproche. Je ne peux pas lui faire ce reproche, c'est son problème. Non, C'est le c'est-à-dire, problème. je parle de la perception algérienne, c'est-à-dire... Non,
Pour la perception algérienne, moi je crois que les choses sont très claires. Oui. La perception algérienne, c'est qu'il y a eu une guerre de libération nationale, qu'on appelle également révolution nationale. Oui. Bon. Dans son rapport, je ne me rappelle plus quelle page, Stora parle de deux choses, de guerre d'Algérie et guerre en Algérie. Donc et il a essayé de nuancer. De nuancer en disant, bon, etc., en refusant que c'est une guerre en Algérie. Bon. Moi, j'ajouterais autre chose par rapport à ce qu'a dit Fouad tout à l'heure. Pour échapper effectivement à cette analyse en profondeur du colonialisme, de l'idéologie du colonialisme lui-même, on a l'école coloniale européenne, française, a utilisé également la guerre religieuse au lieu de parler de la guerre de libération nationale. Hein? La preuve c'est quoi? La preuve, c'est le mot djihad. Hein? Et en parlant de djihad, on constate également que Stora a introduit, en fin de compte, un crime terroriste qui a été commis contre un enseignant français dont je n'ai pas retenu le nom. Oui, il a évoqué donc l'histoire du Tchétchène, etc., qui avait décapité un enseignant. Donc il faut dire les choses, parce que voilà un fait franco-français à qui Stora a consacré tout simplement 2 paragraphes. Un paragraphe dans l'introduction et un paragraphe à la fin de la première partie. Est-ce que ce n'est pas une manière insidieuse de revenir à une certaine vision qu'avaient les ultras par rapport à la guerre de libération nationale? D'abord, il parasite l'introduction du nom de cet enseignant français qui a été assassiné. Oui. Ça parasite, en fin de compte, sa propre lecture de l'histoire. Bon, là, on est en train de parler d'un phénomène historique, si on se concentre dans la guerre de libération nationale 54-62, hein, et il lui donne des prolongements. Les prolongements, c'est le terrorisme intégriste en France, c'est les assassinats en France, etc., qui sont commis par des intégristes, et on suppose que ces intégristes sont également des Algériens. Moi, je voudrais revenir à autre chose. Je voudrais revenir au rapport lui-même. Je voudrais revenir au rapport lui-même, et je cite le rapport, et je cite Macron dans sa lettre d'intention. Il est dit ceci: celles et ceux qui détiennent entre leurs mains l'avenir de l'Algérie et de la France n'ont aucune responsabilité dans les affrontements et ne peuvent en porter le poids. C'est formidable. Moi, ça me rappelle quelque chose que j'avais entendu déjà un certain temps. Hein. Ça me rappelle Sarkozy. Sarkozy qui avait dit à peu près ceci, que les enfants ou les petits-enfants ne sont pas responsables de ce qu'ont fait les parents ou les grands-parents. Hein. Bon. Sauf que, malheureusement, quand on parle à M. Macron, à M. Sarkozy, à M. Hollande, aux différents présidents de la République, on ne parle pas à ces personnes. On parle à ce qu'ils représentent. Oui. Ils sont les représentants de l'État français. De l'État français, plus que ça. Oui. Ils sont les représentants de la Ve République et pratiquement tous, ils se revendiquent de cette Ve République. Ils sont donc les descendants de la Ve République, les descendants du général de Gaulle, qui a commis en 4 ans les pires crimes qui ont été commis en Algérie. Et voilà, ils nous disent qu'ils ne sont pas responsables. Qu'ils ne sont pas responsables. Moi, je crois que c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. J'avais écrit comme ça un petit peu pour plaisanter en disant que les lois Mendel en génétique sont aussi valables en politique. Elles sont aussi valables en politique. Les ADN, par définition, sont transmissibles. Et je dirais à M. Macron, quand il était en campagne présidentielle, il est venu ici en Algérie, il avait dit qu'il était né en... Quelle année il était né là? Il avait donné sa date de naissance. 1900 et des poussières. Alors j'ai dit, bon, jamais un acte de naissance n'a été un acte de virginité. Jamais un acte de naissance n'a été un acte de virginité. Il endosse en fin de compte la responsabilité des ordres de tous les crimes qui ont été commis en Algérie de 1830 à 1962, mais pas seulement, de tous les crimes commis par l'Empire colonial français dans les différentes colonies françaises. Monsieur Fouad Soufi, pour rester dans le cadre de des crimes commis, etc., et
on doit rappeler que les généraux français avaient désigné les Algériens de fanatiques. C'est pourquoi aujourd'hui on a essayé de faire ce lien. Salafistes. Fanatique. Fanatique. Oui, on a toujours été fanatiques. Ouais. Ça, non. Oui, évidemment, nous sommes des fanatiques, parce que nous, on doit se laisser tuer, mais on ne doit surtout pas tuer. Même durant l'épisode le plus cruel des enfumades du Dahra, Bugeaud parlait de fanatiques qu'il fallait enfumer. Alors c'était des femmes, des enfants, des vieux et comme des vieilles. des renards. Voilà, comme des renards. Oui. Mais ça aussi, moi ça m'intéresse, les enfumades de Dahra et tout ce qui s'est passé un petit peu avant et tout ce qui va se passer un petit peu après. Vous savez, si j'ose m'exprimer ainsi, le plus grand crime, c'est lorsqu'ils se sont mis à écrire l'histoire de l'Algérie, qu'ils l'ont saucissonné, et ils ont écarté, ils ont pris l'émir al-Qadr, ils l'ont pris tout seul, et ceux qui étaient avec lui, parce que ces gens-là, ils n'ont pas été tués pour rien. Ils étaient impliqués dans les luttes que menait l'émir Abdelkader. Mais ça, il faut pas le dire, parce que sinon ça veut dire que l'émir Abdelkader, quelque part, il a essayé de représenter tout le peuple algérien. Bon, on savait que dans les populations algériennes, tout le monde n'était pas d'accord avec lui, qu'il y a des frictions avec le Bey Ahmed, etc. Mais quand nous aujourd'hui, lorsqu'on étudie les enfumades de Dahra, on en fait un isolat, un point comme ça, qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'Algérie. C'est l'histoire de Dahra. Ce qui est complètement faux et surtout qui s'inscrit dans la logique des travaux des historiens militaires du 19e siècle. Et on n'a pas rompu avec l'école historique d'Alger. On a coloniale. Oui. L'école coloniale. L'école d'Alger, oui. On n'a pas, il n'y a pas eu de rupture. On reprend les livres de l'époque, et j'en connais qui étaient tout fiers. Oui, j'ai lu dans le baron, comment il s'appelle ce baron. Mais enfin, quel est ton problème? Alors c'est que on n'a pas d'archives. Si, on a une archive que personne ne peut enlever. C'est la terre. Il n'existe pas d'archéologie de la guerre de la colonisation. On ne fouille pas, on fouille. Aujourd'hui, je parle, hein, pas les Romains, les Australopithèques, enfin, c'est pas vrai, hein, mais enfin. C'est aussi, ça concerne quand même un peu. Mais est-ce qu'on est allé dans les PC? Il y a qu'en Kabylie où on a fait ça. On est allé dans les PC, on a essayé, les PC d'Amirouche, on a essayé de faire mais ailleurs. Non? Quel rapport y a-t-il entre Bouira et Hamza? Est-ce qu'on est allé fouiller dans les montagnes pour reconstruire, pour retrouver les traces du passage de l'émir Abdelkader? Pas à ma connaissance, et vous me démentirez, et je serai heureux. Et je cite que cela. C'est-à-dire qu'on est encore, la majorité de nos historiens universitaires s'inscrivent encore dans la logique de l'histoire écrite par les historiens de la période coloniale. Ils ne sont même pas proches de ceux des Français, des historiens français, qui sont en contradiction avec Gautier, avec tous les autres historiens. Et je pense que c'est notre problème aujourd'hui, et j'attends la réaction de mon ami universitaire, c'est notre problème aujourd'hui, ce qu'on produit comme thèse d'histoire chez nous. Dernier point, sur une thèse, j'apprends. J'étais à Skikda, et puis quelqu'un m'a dit, vous savez, j'ai fait une thèse, De Gaulle et l'Algérie, et j'ai trouvé des documents, De Gaulle et l'Algérie. D'abord, il n'a jamais publié, enfin à ma connaissance, il n'a jamais publié. Ça aussi, c'est un défaut que nous avons. Alors, je n'ai pas pu résister. Je lui ai dit, écoute, ta thèse De Gaulle et l'Algérie, il y en a des centaines et des centaines en France. Non. Qu'est-ce que tu vas apporter? Ah, mais j'ai découvert des documents. Écoute, là, ta thèse, tu aurais dû faire l'Algérie et De Gaulle. Et là, je te garantis un billet par semaine payé par l'Institut De Gaulle et payé par les universités, pour que tu ailles leur expliquer comment les Algériens
voit De Gaulle. Mais De Gaulle et l'Algérie, je me tais. Monsieur Boukhalifa Mazid, donc de ce point de vue, on doit un petit peu renouveler notre regard sur l'histoire, sur la mémoire de la colonisation. Il faut le renouveler, c'est nécessaire. Mais ce que les historiens, les chercheurs, les journalistes français, d'une façon générale, essayent, ce qu'ils font, la pratique, c'est protéger l'État français au maximum. C'est-à-dire qu'on peut vous donner une ou deux têtes, on peut vous fourguer Bugeaud ou Cavaignac ou autre, on peut déboulonner sa statue, on peut l'enlever, on peut déchirer la page. Mais l'État français, c'est la raison pour laquelle, et on retrouve cela dans le rapport de M. Stora, on retrouve la responsabilisation des acteurs indépendamment de l'État qu'ils représentaient. En fait, celui qui a dit le plus de vérité et qui devrait être enseigné en Algérie, c'est Ossarès. Ossarès dit oui, Monsieur Mitterrand était au courant de la torture, on lui faisait des rapports. Il avait même des représentants qui étaient en tant que ministre de la Justice. Oui, c'est-à-dire que... Mais on s'en tiendra à M. Ossarès. Alors la torture, c'est Ossarès, c'est Trinquier, c'est Godard, c'est Léger, c'est Massu, ce sont des noms. Ce n'est pas l'État. L'État est responsable, au risque de me répéter, il est responsable de la colonisation et de l'idéologie colonialiste. Le débat si nous avons c'est-à-dire à proposer un débat, c'est un débat autour du colonialisme, qui est tout découle, les 132 ans que nous avons vécu et que l'humanité a vécu pendant 300 ans, c'est le colonialisme. Et là, nous ne sommes plus seuls. La guerre de libération nationale, et il faut le rappeler tout à l'heure, la guerre de libération nationale n'était pas une guerre contre le peuple de France. Ce n'était pas une guerre contre les Français, contre des Français colonialistes. On avait posé la question, je ne me rappelle plus quel était ce personnage qui était dans la Fédération de France, qui était retourné à son travail en France en 1963. Et un journaliste lui avait dit, mais vous avez fait la guerre et vous êtes revenu. Il a dit, oui, j'aime bien la France, moi. Moi, j'ai combattu le colonialisme français. J'ai combattu l'idée de ce que faisait le colonialisme français dans mon pays. Mais sinon, j'aime la France, j'aime les Français, et je me suis toujours senti très bien ici. Mais ce débat est impossible. Pour le moment, il est impossible. Vous imaginez que le rapport de monsieur, c'est un aveu d'échec. Le rapport fait état des relations qui existaient en 2003, c'est-à-dire la volonté de M. Chirac de promouvoir, et de M. Bouteflika à l'époque, de promouvoir un partenariat d'exception. Dès que cette idée a effleuré les partenaires politiques qui étaient à l'époque, immédiatement on a sorti la loi de 2005. Oui. Sur les bienfaits de la colonisation, sachant que tout allait à choper sur ça. Comme ce sont eux qui créent, c'est-à-dire qui créent les points d'achoppement. Les points d'achoppement. Plus que ça. Qui a créé l'histoire? Bien sûr. Les termes du débat. Les termes. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont les archives. Et je voudrais juste terminer sur ça. C'est-à-dire que cette histoire d'excuses, c'est mon avis, cette histoire d'excuses est créée spécialement pour éviter, c'est-à-dire, oui, ça c'est le top du top, si vous demandez les excuses, non, on ne va pas y aller, etc. Parce qu'ils veulent qu'on s'arrête à ça. Mais avant de demander des excuses, avant de demander... je demande des excuses à mon voisin, je demande des excuses à mon cousin, à mon frère, parce que je vais continuer. Mais je ne vais pas demander des excuses au colonialisme. Au colonialisme. C'est impensable. Non, c'est à lui à s'excuser, c'est pas... Oui, exactement. C'est à lui à s'excuser. Oui, exactement. Mais parce que c'est à lui à s'excuser. Et s'il le fait... Non, mais dans ce cas, professeur, c'est une affaire
entre lui et sa propre conscience. Ce n'est pas à moi de lui dire, de lui demander. Justement, monsieur Je ne Rolso, sais pas. cette question Je ne suis pas d'excuse. tout à fait ami. est-ce que Je vous- respecte votre point de vue. Mais est-ce qu'on a posé la question? Moi, j'entends très souvent qu'on n'a pas besoin d'excuses. On me dit on n'a pas besoin d'excuses. On ne veut pas que la France s'excuse. Pourquoi? Parce qu'on a eu notre indépendance. On n'a pas eu notre indépendance. L'indépendance, on l'a arrachée. D'accord. Et ceux qui disent ça, c'est mes collègues à l'université, c'est des gens bien parlants, c'est des gens qui sont dans les villes, dans les grandes villes. Mais est-ce qu'on a posé la question à celui qui a son pied étrophié ou qui est aveugle, hein, qui a sauté sur une mine aux petits-enfants? Il y a un film terrible qui est passé, ça fait quelque temps sur ça. Hein? Est-ce qu'on a posé cette question-là à ceux qui ont été napalmés, à ceux qui ont reçu le napalm sur la tête? Est-ce qu'on a posé la question à ceux qui ont eu leur chaumière, leur dachrats réduite en poussière? Est-ce qu'on leur a posé la question? Est-ce qu'on a posé la question à ceux qui ont reçu une fois dans leur couffin le dentier de leur papa? Est-ce qu'on a posé la question à ces gens-là? Hein? Il y a une compensation, non pas morale, mais morale hautement morale. Hautement morale. Et puis, il y a également un précédent pour la France, un rapport franco-allemand. Il y a un rapport extrêmement important. Hein? Les relations entre l'Allemagne et la France, entre la France et l'Allemagne, n'ont retrouvé leur chemin. Il n'y a eu un accord d'amitié que suite à l'accord du traité franco-allemand, l'accord de l'Élysée en 1963. Mais il n'y a pas eu d'excuse. Il n'y a pas eu d'excuse. Il n'y a pas eu d'excuse. Mais attendez, en 1922, la Ligue allemande des droits de l'homme a signé avec ses collègues français un appel aux deux démocraties, dans lequel, je cite, le devoir moral de l'Allemagne. De quoi? Le devoir moral de l'Allemagne de réparer des dommages causés à qui? Des dommages causés à la France. Je continue après les points de suspension. Et la nécessité d'une reprise des relations entre les deux peuples. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Hein? Bon, L'Allemagne ne s'étant pas conformée, la France a occupé la Ruhr. Oui, Ils ont occupé la Ruhr. Tout à Mais fait, ce n'est tout à pas fait dans par les la suite. accords. Oui, oui. Mais Et en fin de compte, le résultat de tout Le ça, résultat, c'est la Deuxième Guerre mondiale. ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Non, moi je pensais que tu allais nous parler de Madagascar. Oui, même Madagascar, Alors, c'est intéressant. C'est une reconnaissance. avec Chirac. Avec Chirac. Ils ont reconnu Avec Chirac. que Et il le tout va dit très d'ailleurs bien. dans son rapport. Mais qu'est-ce que ça a changé pour les Malgaches? Rien. 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 Ce qui fait que les excuses, moi je veux bien qu'ils s'excusent. Oui, bon ben, ça mange pas de pain. Il s'excuse, il écrit fin, et je ne veux plus entendre parler. Mais est-ce qu'on a fait Oui, le devoir de vérité, mais- justement? Parce que Non, mais- le devoir de vérité, moi je dis toujours, il faut balayer devant sa porte. Je crois qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. Ils ne peuvent pas le faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a eu chez nous des travaux, des ouvertures, etc., sur justement ce devoir de vérité? Nous, il y a eu entre nous que des insultes. Quand quelqu'un écrit sur la part de sa dachara ou de son village ou de sa zone dans la guerre de libération, c'est pour dire que les autres n'ont rien fait. C'est très grave ce qui se passe dans le... Alors, quand on parle, je vais dire que ça touche toute notre histoire. Quand on parle de Massinissa, ah non, il faut parler de Sifax. Quand on parle de Yarmorasen, ah non, il faut parler, j'ai oublié le nom de l'autre. Chaque fois que quelqu'un veut parler d'un héros de ce pays, on lui... Alors l'émir Abdelkader, n'en parlons pas, on me le dit à moi, non, il faut parler d'Ahmed Bey. Comme si le statut de ces deux personnes, c'est d'être foncièrement anti. Et c'est à celui qui va s'arranger avec les Français. Ah évidemment, ah oui, hein, hier je le lisais encore, je ne veux pas dire son nom, mais enfin, non, je l'ai oublié, tant mieux. Il disait que l'émir Abdelkader, je parle comme ça parce que c'est fatigant de tout lire, et on lit de ces choses sur... il nous dit, oui, mais l'émir Abdelkader, il a quand même profité de ses accointances avec les Français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on en est là.
Et alors, on n'est même pas d'accord entre nous sur un minimum, comment on dit là, un minimum, un programme historique commun, et on veut affronter des gens dont le pays produit tous les jours combien de livres d'histoire? Quand vous parlez entre combien de livres d'histoire et nous, les choses pardon, je termine, cette phrase, elle me brûle la langue. Mais non, justement, on doit préciser les choses. Quand on dit entre nous, c'est un petit peu Lilith. Hein. C'est le microcosme. C'est pas. Si on publiait les thèses des historiens, si on les publie, je ne les corrige pas. C'est vrai, quand on rédige une thèse, il y a toujours des erreurs. Tu me confirmes, on fait toujours des erreurs. Mais comme l'exemple, je garde toujours en tête, l'atelier des thèses de Lille. Ils reproduisaient les thèses avec des corrections à la main, etc. Mais il faut publier ce qu'écrivent nos historiens. Alors là, on pourra effectivement avoir un débat serein, savoir qu'est-ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et en même temps, nos historiens sauront que mais le sujet qu'ils traitent, mais il a déjà été traité il y a 20 ans, il y a 10 ans, et il n'est même pas au courant. La circulation historique de l'information historique, il n'y a pas d'information historique dans notre pays. Les revues d'histoire, elles existent. Mais où elles sont? Dans les bibliothèques universitaires. Mais non, il faut qu'elles sortent dans la rue, les revues d'histoire. Mais non pas les revues d'histoire comme certaines où on raconte des histoires. Il ne faut pas non plus exagérer. Et on a en face de nous, bien une université française qui publie depuis longtemps, et il y a un phénomène chez les Français, on ne va pas leur en vouloir, d'accumulation de la connaissance historique. C'est aussi une accumulation méthodologique. Eh bien, bon, là, c'est une accumulation, c'est une accumulation de connaissances. Des connaissances. Qui a fait que, les étudiants n'ont qu'à suivre le chemin. Oui. Nous, on commence dès le début. On commence par là, on commence à peine. Hein. On commence à peine. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux plus ou moins acceptables, plus ou moins. On parlait tout à l'heure entre nous. Je crois pas qu'on commence à peine quand même. Non, à peine, ça veut dire 50 ans. D'accord. Oui, non, je parle de 50 ans. Pas actuellement. Là, je parle de 50 ans. 50 ans, c'est quoi dans la vie d'une nation? C'est rien du tout. Bon, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on prend certains travaux, en histoire, c'est plus de la littérature que des faits historiques. C'est ça. L'élément, l'outil méthodologique nous manque. Hein? L'outil archivistique nous manque, y compris chez nous. Y compris chez nous, surtout chez nous. Surtout chez nous. On peut avoir le même document, tu l'as à Paris ou à Aix et tu l'as pas ici. Avant d'aller à Aix ou avant d'aller au Chât, le document il est là, il serait préférable que je le consulte. Je ne peux même pas consulter la presse. Maintenant pour revenir aux excuses. Oui. Bon, je ne vois pas l'excuse comme tu l'as caricaturé tout à l'heure, faut être, hein, c'est pas simplement une signature. Bon, nous avons des exemples très précis. Je prends le dernier en date. De 2001. C'est la loi Taubira. C'est la loi Taubira qui a fait à la limite le procès de l'esclavagisme, de l'esclavage, qui a été condamné par un texte de loi en tant que crime contre l'humanité. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu ça. C'est parce que nous n'en avons pas. Nous, l'État algérien, nous également historiens, nous intellectuels, nous ne nous sommes pas imposés qu'il y a eu par la suite la loi 2005. Hein, et quand il y a eu une réponse, un début de réponse qui va être fait, etc., criminalisons le fait colonial, bon, on l'a mis de côté. Bon, nous sommes en fin de compte en retrait par rapport à toutes ces questions-là. Et Macron et les autres l'ont très bien compris. La réponse de Macron au rapport Stora, c'était quoi? Pas d'excuse. Ouais. Pas d'excuse. Et Stora a reçu une réponse immédiate. C'est pas Stora, c'est l'Algérie qui a reçu une réponse immédiate à travers ce rapport. Justement, à la lumière de ce rapport, est-ce qu'on peut dire que la France est prête aujourd'hui à reconnaître le fait colonial? Mais on le disait tout à l'heure. Le fait colonial, non, le fait colonial, c'est un fait, oui. C'est un fait historique, oui, c'est pas ça. Mais la criminalisation du fait colonial, c'est cela qui pose problème.
C'est cela qui leur est impossible c'est-à-dire que imaginez cela. Imaginez tout un pan de 300 ans d'histoire de France à reconsidérer, à revoir, qui était considéré comme... Parce que l'idée, en fait, même si on ne le proclame pas, mais l'esprit de 1930, du centenaire, existe encore. La fierté qu'il y avait, c'est une immense fierté qu'on avait à exhiber des nations, des enturbanés, des gens qui avaient un os dans le nez, etc., tous ces Balouba, tous ces Arabes, etc. Tout cela, c'était la richesse de la France, même s'ils vivaient sous le fait de choses atroces, des conditions. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus atroce que le code de l'indigénat, qui était spécial, qui est réservé spécialement pour nous, le code des indigènes. Mais ça, on n'en parle pas. Le code de l'indigénat jusqu'à 1947, ça a duré jusqu'à 1947. Vous imaginez ce que c'est? Justement, M. Boukhalifa, il n'est plus question du code du décret Crémieux, mais jamais oui, dans le rapport de je n'ai pas très bien compris l'objectif. À aucun moment il n'a parlé du code de l'indigénat. C'était pratiquement la même période. Non, le code, le décret Crémieux et le passage. Oui. En fait, il parle des Français. Des Français qui sont venus, d'ailleurs il est cité Maltais, il y a très peu de Français dans cette... Donc ces deux, ils sont entrés dans la nation française, en passant par l'Algérie. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il peut pas c'est pour ça qu'il en parle, pour dire qu'il ne faut pas les oublier. Parce qu'eux, il paraît qu'on les oublie toujours. Ils sont encore victimes, elle a perdu sa jambe, bon là, on souffre avec elle. Mais il n'y a pas de souffrance meilleure que d'autres qui méritent. Mais il faut aussi qu'elle sache qu'il y a d'autres, il y a des jeunes filles comme elle, des bébés comme elle, qui ont perdu une jambe, qui ont perdu, enfin, ou qui ont été... mais parfois même, c'est des militaires qui racontent, parce que je me souviens d'un militaire qui disait qu'un de ses copains voulait boire une bière, comment on appelle ça, celle qui servait dans le bar, elle lui a dit tu me ramènes une paire d'oreilles d'un bico et tu auras une bière gratuite. Il est sorti, ni une ni deux, le premier bico qui passe. Et voilà, il le tue, il coupe et il vient boire sa bière. Mais quand on le raconte, cette histoire, je ne dis pas qu'il y a eu des centaines d'histoires comme ça. Je pense qu'il y en a eu des milliers. Mais enfin, des milliers. Mais enfin, c'est bien, mais on le fait pas, on le dit pas pour contredire le discours même de l'histoire, mais pour rappeler que le système colonial est foncièrement raciste. Est foncièrement raciste. Il ne peut pas subsister sans le racisme. Le racisme qui consiste à dire que ceux qu'on appelait les indigènes sont une race inférieure. Et on s'est donné le beau rôle, on va les civiliser, jusqu'au jour où certains Français, il faut le dire, ils leur ont dit mais ils sont plus civilisés que vous. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, j'étais gosse, mais... D'ailleurs, à aucun moment il n'est question du peuple algérien dans ce rapport. On n'existait pas. On n'existait pas et on n'existe pas également dans le rapport de Stora. Il y a une question que je ne voudrais pas laisser passer, qui a été soulevée tout à l'heure, c'est celle de renouveler notre regard sur l'histoire. En page 89, je lis ceci, un bout de phrase, si tu peux vérifier. Je l'ai là. Bon, l'histoire n'a pas de nationalité. C'est ce que dit Stora. D'accord. Attends, je ne vois pas. Mais quand il s'agit de l'Algérie. Mais, non, de manière globale comme ça. L'histoire n'a pas de nationalité. Oui, mais elle est le produit, en fin de compte, d'un peuple. Elle est le produit d'une nationalité. Je ne le trouve pas parce que ce n'est pas la même version. C'est pas la même version, oui. Elle porte les marques d'un peuple, de ses souffrances, de ses espoirs. Et donc, il ne faudrait pas... Sa culture. Sa culture, oui, sa culture, sa civilisation. Donc, il ne faudrait pas induire le lecteur en erreur. Également, quand il parle de deux imaginaires différents, votre imaginaire
et le nôtre sont deux choses différentes. Hein. Il y a un imaginaire qui est conquérant, il y a un imaginaire qui est raciste, il y a un imaginaire qui exploite, qui est sanguinaire, hein, et il y a un imaginaire qui essaye, dans tout ce milieu-là, d'exister, de lutter pour vivre, de se libérer. Hein. Et donc là, on se trouve enfermé en fin de compte dans ce piège-là. Hein, dans ce piège à la limite théorique, parce qu'il y a des aspects théoriques ou qui se veulent théoriques dans ce rapport, et qui fait que bon, on est obligé de réagir. Hein. On est obligé de réagir, même si on dit que ce rapport ne nous concerne pas, mais on réagit quand même. On réagit également, moi je réagis à ce moment-là par rapport à notre État, l'État algérien, à la République algérienne, pour les questions de mémoire. Pour les questions de mémoire et la question de mémoire et la question de reconnaissance. Nous avons, de toute façon Stora le dit dans son rapport, le plus gros investisseur en Algérie, c'est la France. Hein, vient par la suite... il donne des statistiques là. Ensuite vient l'Italie avec ses 7%, etc. etc. Bon. Sauf que nous, on s'est situé également dans cette idéologie de l'exploiter. Hein? Bon. De la victime. Et on accepte. Hein? Alors qu'on aurait pu poser comme préalable, vous voulez investir en marhaba bikum, Renault marhaba biha, Peugeot marhaba biha, ila akhirih, ila akhirih. Mais il y a le pendant, c'est la reconnaissance des crimes commis par la colonisation. C'est la reconnaissance de ce crime contre l'humanité qui a été commis en Algérie. Bon, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Est-ce que ce sera le cas par la suite? C'est pas le cas. Je pense qu'en attendant cela, il serait souhaitable que nous ayons avec la France des relations normales. Ah, tout à fait. Comme avec tout autre État du monde. Oui. C'est-à-dire que nous ne voulons pas de ce partenariat d'exception où il faudrait négocier un certain... L'histoire ne se négocie pas. On peut tout négocier. Sauf le colonialisme, sauf ce qui s'est passé ici. On ne négocie pas l'histoire. Ça ne se met pas dans le truc. Bien sûr, c'est un préalable. Pour avoir, si vous voulez plus d'investissement, si vous voulez avoir, etc., si vous voulez être au balcon, il faudrait payer le prix. Et le prix, c'est quoi? C'est un reniement. C'est un reniement pour nous. Il faudrait arriver, aboutir à une chose très simple. La France est un État voisin, est un État en face, un pays industrialisé, membre du Conseil de sécurité. Nous voulons avoir des relations normales avec eux, et pas plus. Ne nous demandez pas d'aller à Canossa, alors que c'est à eux de le faire. Il y a un problème complexe, c'est le problème des archives, parce que c'est important. Qu'est-ce qui a été réellement rapatrié, parce que Stora, il a dit qu'un certain nombre d'archives ont été remises à l'Algérie, or que les choses se présentent autrement, n'est-ce pas? Non, c'est vrai que des documents ont été remis, dans des dates, etc. Giscard d'Estaing qui a ramené des archives de la période ottomane. Maintenant, ce que j'ai eu à apprendre au cours de mes travaux en tant que fonctionnaire aux archives, par exemple, qu'en 1996, lors d'une réunion à Washington, et ça, je l'ai su, le directeur général de l'époque est revenu, il nous a dit il y a encore des archives ottomanes. C'est-à-dire une vingtaine d'années après la visite de Giscard d'Estaing en Algérie. Et puis une quinzaine d'années après, les discussions que nous avions avec auxquelles j'ai pu participer à deux, où nous avons fait des propositions concernant ces archives. Alors, on nous dit, donc, il y a un rapport qui est fait, qui est envoyé par le directeur des archives d'Algérie, qui est envoyé à qui de droit, et le ministère des Affaires étrangères, chez nous, ne réagit pas. Ils ont dit, il y a des documents qui ne peuvent pas appartenir à la France.
Les autres, on veut bien croire que, mais ceux-là ne peuvent pas. Comment se fait-il que les Français n'en ont jamais parlé? Les Français, réponse des Français, il n'y a rien eu. C'est pas vrai, il ne reste plus rien. Mais enfin, on a un personnage important chez vous qui nous l'a dit. Oui, mais il ne devait pas être très très bien ce jour-là. Donc, il ne vous a rien dit. Et puis tout d'un coup, je lis dans le rapport Ouais. qu'il reste encore Quelques archives. une dizaine de cartons. Une dizaine de cartons, parce que Dizaine celle-là, c'est... de cartons qu'il détaille un peu Oui. plus. Bon, ça veut dire qu'il y a quelques... Est-ce que, je poserai la question, il n'y a pas un peu de duplicité de la part de la partie française par rapport à la question des archives. à la question... Et ça, c'est un petit C'est-à-dire morceau. les archives de la Alors, ils période nous qui ont a inventé. précédé, qui a Oui, précédé la colonisation. Voilà, qui ne peuvent pas avoir fait. Non, pas. Alors on nous dit aussi, on va. Alors c'est ce qu'écrit Sora, la partition des archives. Les archives de souveraineté, les archives de gestion. Oui. En 81, on leur a dit ça ne peut pas être. Il y a même des archives de gestion qui participent de la souveraineté. Il y a des archives de souveraineté qui n'ont rien de... Vous les qualifiez un rapport de police sur Messal el-Hajj. Alors c'est quoi? C'est de la souveraineté, hein, et pourtant vous l'avez pris. Donc il y a des rapports, il y a des dossiers de personnel français qui sont restés ici. Et alors, mais il faut mettre il y a un puzzle, il faut mettre à chaque fois. Et puis il dit que les archives audiovisuelles ont été également restituées. Est-ce que c'est vrai? Ah, pas à ma connaissance. Non, non. En dehors de ce que le directeur général de l'INA a ramené et il a donné à la télévision. Et ça marque en réalité, il y a dans ce pays une loi de 1988 sur les archives. Oui. Les archives sur n'importe quel support. Mais cette loi n'a pas été suivie sur n'importe quel support. C'est-à-dire que les films ont le même statut que le papier. Le papier, oui. Et puis il y a les archives sonores, des Et enregistrements. les archives sonores. Alors, Ça arrive. J'explique que Oui. la loi dit bien sur n'importe quel support. Ça veut dire que dans ce pays, il n'y a qu'une seule institution qui est habilitée à parler des archives, c'est la Direction générale des archives nationales. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. C'est la loi et c'est le décret créant la Direction générale des archives nationales. Seulement, ce qui va se passer dans la pratique, c'est que, comme on dit, charbonnier est maître chez soi. Chaque ministère décrète que ce sont ses archives et qu'il n'a pas à mettre la Direction générale des archives nationales. Ils ne comprennent pas que ça fait partie du patrimoine national. Et ils ne sont pas, eux, propriétaires de leurs archives. Ils ne sont qu'un élément dans la gestion de ce pays. Donc ils n'ont pas à les garder. Ils doivent arriver à un moment, les verser aux archives nationales, ce qui ne se fait pas. Peut-être que je le dis publiquement, hein, peut-être que le ministère de la Défense était plus en avance intellectuellement que tous les autres ministères. En tout cas, quand j'étais... Parce qu'il a versé. Hein, Parce que pourquoi il est plus en avance? Ouais. Bien parce que d'abord, il discutait avec nous. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut faire. Il nous discutait. Bon, il y a des choses que je ne peux peut-être pas dire, même si j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Oui, c'est normal. Moi, parce que quand je l'ai dit dans un colloque international, les gens étaient là en train de nous regarder. Votre armée, elle est plus... Oui, ils viennent, on a discuté avec eux, des documents à détruire, des documents à conserver, des documents à transférer aux archives, etc. Et on n'a pas assisté, comme avec d'autres ministères, une sorte de mépris, une sorte de rejet. De quoi tu te mêles? Eh bien voilà, les Français, quand ils ont remis en 1984. Non, 83... Entre 81 et 84. Non, voilà. Non, c'est après 84. Quand nous étions au ministère de la Culture, on apprend que le ministère des Travaux publics, je sais que je vais me faire tirer dessus, a reçu, il a demandé des archives et les Français lui ont envoyé, sans passer par... ce qu'on appelle les archives de gestion, c'est ça? Non. Les archives. Non, les archives de gestion,
sont eux qui utilisent ce concept. Ce concept. Il a été battu en brèche dans toutes les réunions internationales. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. On a fait ça avec le Vietnam. Oui. D'ailleurs, même Stouré, il a joué justement sur oui. archives de gestion, archives de souveraineté. Oui. Or, depuis, donc ça fait 10 ans que j'ai quitté, donc ça fait 10 ans avant, donc depuis plus de 20 ans, on ne parle plus de ça. On parle effectivement de patrimoine commun. On va discuter. Bon, moi-même, j'avais fait un papier, j'ai dit, vaut mieux partager. Il y a des choses qui nous intéressent à nous, prioritairement, et d'autres, bon, les dossiers des préfets, à moins de... Les archives sonores, Fouad. Mais j'arrive. Okay. Ça, c'est encore plus vicieux comme, comme système chez nous. Même les archives de l'INA, la Direction générale des archives nationales n'a même pas été consultée. Comment ça? Mais c'est à nous, ça n'appartient pas à la télévision, ça appartient à l'Algérie. C'est des documents qui appartiennent à l'Algérie, pas à la télévision algérienne. Et demain, la télévision algérienne va être privatisée. Qu'est-ce qui va se passer? Une partie de notre patrimoine national va tomber entre les mains du secteur privé. Et puisque tu veux qu'on parle des archives sonores, c'est la même chose. En pire, parce qu'une partie des archives sonores qui concernent l'Algérie existe à la Bibliothèque de France. Ça s'appelle la Sonothèque. Ça s'appelle la Sonothèque. Mais alors là, même nous, on n'en parlait pas. Même nous, on n'en parlait pas. Et bon, moi, j'avais découvert ce dossier. Bon, à un moment, ma parole était devenue inaudible. Mais enfin, on n'en parle pas. Et elles existent. Et elles existent. Bien, mais quelle différence y a-t-il dans notre position par rapport aux archives audiovisuelles et sonores et les archives papier? Par rapport aux archives papier, l'Algérie a toujours demandé le retour des originaux. Des originaux, exactement. Alors, en 2010, il y a une inspectrice des archives de France qui me dit « Ah, mais comment vous allez faire ?» Mais ce n'est pas ton problème, madame. Chère madame, ce n'est pas votre problème. Comment nous allons faire avec ces papiers? Là, il y avait une liasse qui était ici, vous l'avez emmenée à Aix, cette liasse va retrouver sa place. C'est pas vrai, hein, parce qu'entre-temps, l'Algérie a produit. Enfin, c'est ça l'idée technique. C'est pour ça que j'avais avancé, et j'ai rien inventé. Déjà en 81, on leur a dit, on va poser le problème globalement. Toutes les archives avant 1830, ça ne vous regarde plus. Vous les ramenez, on nous a menti. Bon, je vais être gentil. Par omission, ils ne savaient pas. Bon, d'accord. Maintenant, vous le savez. Vous le savez. Donc, on ne peut pas mettre ça au conditionnel. On va vous les rendre. Non, ça va probablement, je suppose, je suppute, être le premier geste. Petit liasse d'archives. Oui, je peux aller les chercher tout seul. Hein. Bon, je mets ça dans un carton et puis je vais les chercher tout seul. Mais on leur avait dit avant. Maintenant, il faut qu'on participe puisque vous êtes en retard. Vous avez pris les archives d'Algérie et vous ne les avez pas encore classées. Vous ne les avez pas encore dépouillées. Vous ne savez même pas ce que vous avez pris. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Puisque nous, on sait ce qu'ils ont pris. Eux aussi, ils savent ce qu'ils ont reçu. Ce qu'ils ont pris. Pas reçu, transféré. On envoie des archivistes algériens. Nous sommes en 1981, 82 après peut-être. La réponse, niet. Je me souviens toujours du responsable des archives de France qui était chez nous. Pardon, hein, il a fait ça. Cause toujours tu m'intéresses. Cause toujours tu m'intéresses. Et pour terminer... Oui. Oui, vas-y. J'aimerais bien revenir sur une question bien précise qui concerne les archives du 19e siècle. Les archives de la Smala de l'Imam Abdelkader, puisqu'il est également question de parler des symboles. Est-ce qu'on a ces archives? Nous, en Algérie, oui. non. Est-ce qu'on les a? Ils ont tout pillé, ils ont tout pris. Ce qu'ils n'ont pas détruit, il est dans les différentes bibliothèques privées ou bibliothèques municipales. Il y a une description qui est faite dans un livre de... Excusez-moi. Ah, j'ai oublié son nom. L'Union Étienne, on en parle quand même. Oui. Non, mais j'aimerais... Monsieur le Consul, concernant justement ce problème d'archives, leur importance
dans la construction, la consolidation de la mémoire nationale. Ah, ça c'est un problème. C'est une pièce fondamentale. Elle n'est pas l'unique, Non? mais elle reste fondamentale. Notamment pour des moments clés qui ont un rapport immédiat avec la guerre de libération nationale et la révolution. Par exemple, le mouvement national. On ne peut pas écrire le mouvement national si on n'a pas la presse, et la plupart des titres se trouvent actuellement, à l'époque je les avais consultés à la Bibliothèque nationale de Paris, hein, une partie également à Aix. On ne peut pas écrire également dans le détail sur le mouvement national, sur le 8 mai 45, sur les autres mouvements également, si on n'a pas les archives. Bien sûr, il faut corroborer cela par des témoignages, etc. Mais la pièce fondamentale, à mon sens, hein, reste également le document d'archives. Et c'est pour cela que, moi je dis assez souvent, en fin de compte, notre mémoire est séquestrée, hein, dans les différents fonds d'archives, que ce soit à Aix-en-Provence, à Vincennes ou ailleurs, hein, y compris dans les bibliothèques nationales, comme vient de le dire Sophie. Hein. D'où la nécessité de rapatrier, entre guillemets, ces archives, qu'ils retournent à leur terre natale, j'allais dire. Hein. Et ce problème avait été abordé dès 1981, peut-être un petit peu avant. Bien avant, hein. Oui, avec Bouaïad Larhmou. En 1963, il a posé le problème. Oui. Maintenant, j'avoue. Mahmoud Bouaïad, hein. Mahmoud qui était à la bibliothèque, etc. Maintenant, j'avoue, Stora, il parle d'une commission, etc. Où en sont les travaux, où est cette question d'archives, où en sont إلى أي مدى وصلت مسألة الأرشيف في هذا الباب je ne sais pas. Monsieur Boukhalifa Amazit, est-ce qu'on peut, pour vous, justement, ce rapport est une feuille de route qui est dans l'esprit de Benjamin Stora, aller aboutir à ce qu'il appelle, lui, la réconciliation des mémoires. C'est davantage un état des lieux. Oui. Il prend l'aspect de feuille de route avec les suggestions. Ce sont des suggestions, ce ne sont pas des recommandations, comme le faisait remarquer tout à l'heure Fouad. Ce sont des suggestions. Il propose, c'est au conditionnel, c'est-à-dire on pourrait éventuellement faire ceci, faire cela. Et puis, le fait d'avoir été publié avant le rapport algérien, c'est un fait assez important pour eux parce que là, ça devient, voilà la plateforme de discussion. En dehors de ça, on ne discute pas. Bien entendu, il a apporté pas de repentance, pas de ceci, etc. Ça, hors de question. Mais maintenant, voilà c'est la plateforme de discussion. Donc, ça apparaît comme cela en tous les cas pour l'opinion, d'une façon générale. Même si la direction d'intention, même si l'adresse ne nous concerne pas, entre guillemets, oui. ça nous dit ceci, voilà la plateforme de travail. Est-ce que vous êtes d'accord? Et à ce moment-là, le responsable algérien désigné par le président de la République ne serait qu'une interface, c'est-à-dire, bon, il va transmettre le machin et désigner ces trucs. Encore une fois, on ne négocie pas l'histoire. Ça ne se négocie pas. Je ne connais pas de cas où on a négocié l'histoire. On ne négocie pas l'histoire, monsieur Al-Qourso. L'histoire, elle se fait sur le terrain. Oui. C'est la dernière question? Oui. Bon, moi, j'ai une phrase que je n'ai pas comprise qui est dans la page 35 de mon document. Si vous pouvez me la décoder, me l'expliquer. Je lis. S'il fut le décideur principal du passage à l'indépendance de l'Algérie, le général de Gaulle n'a pas eu après la volonté de s'attarder sur le passé récent, etc., etc. Que veut dire cette phrase? S'il fut le décideur principal du passage à l'indépendance de l'Algérie. C'est l'idée. Il s'adresse aux Français. Oui. Vous savez, il joue au billard. Il joue au billard. Il tape là, parce qu'en réalité, ce qu'il vise, c'est l'autre boule. La boule blanche, il vise la boule. Mais là, tu poses un problème, je ne savais pas que j'allais en parler, hein, sur le langage
de Stora. Bon, alors je rappelle que Stora, il s'adresse au président de la République et au-delà de son président de la République, s'adresse à l'opinion publique. Mais ce document il va être lu par nos Algériens, par nos mais ils se étudiants. débrouillent, les Algériens, ils se débrouillent pour lui. Les Et ils Algériens vont se le prendre pour débrouillent. argent comptant. Ah, ben c'est à nous à Mais réagir. Ce serait très grave. Mais très ils grave. vont le prendre pour argent comptant. Mais entre-temps, ce qui est intéressant, je le répète, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, hein, c'est qu'il a fait ouvrir un débat chez nous. Oui. Voilà. Maintenant, les gens vont prendre ce qu'ils vont comprendre. Mais je dis, il utilise un vocabulaire précis. Il parle d'un accord de coopération du 6 mars 2009. Alors, ce qu'on savait à l'époque, c'est que c'était un procès verbal. Pas Absolument. Entre, parce que ce sont les ministères des Affaires étrangères qui signent un accord. Ça ne peut pas être un directeur ici et un directeur là-bas. Or là, ce sont deux directeurs qui ont signé un procès verbal. Ce procès verbal a eu pour réaction immédiate, la signature de ce procès verbal, le secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères a applaudi. Il a fait un communiqué. La directrice des Archives de France a fait la même chose et l'ambassade de France a fait la même chose. Je me suis dit, si la partie française a applaudi des deux mains et des deux pieds, c'est qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Je me trompe. Bon, que nous dit Stora? Un accord de coopération sur ceci, ceci et cela. Tout ça, c'était déjà acquis, notamment les stages, la formation, les relations. C'était déjà acquis depuis 1965. Depuis 1965, il y a des Algériens qui partent en stage à Paris, aux Archives de France à Paris, pour apprendre le métier. J'en ai fait partie. Et la plupart de mes collègues de mon âge en font partie. Et encore, bon, l'année dernière, je pense qu'il n'y a eu personne. Mais ce que ne dit pas Stora, et ce qui ne s'est pas dit en 2009, et je le dis maintenant, et si je me trompe, eh ben je me trompe, la partie algérienne a accepté le principe de recevoir des copies, et non plus les originaux. Et c'est ce que dit Stora, un peu plus loin. Contentez-vous. Un peu plus loin, il dit les archives numérisées. Et il a donné la liste. La liste, hein. Il a donné la liste des copies numérisées qu'on va nous envoyer. Oui. Alors, il y a tout ce que la partie française a choisi. Je peux dire, on peut réclamer la copie numérisée, bon, je vais parler en chinois, de la série F80. Bon, on l'a reçue sous forme de photocopie. Ah bon? On peut demander les archives de la police, la préfecture de police de Paris, concernant le mouvement national, etc., en France depuis, etc. Mais on n'a pas besoin de l'inscrire, puisque je suis parti en mission modestement avec un camarade que tu connais. Voilà, donc, en tout cas, la question d'archives nécessite, on a le même. On les a ramenés, ces archives. Oui. On les a ramenés sous forme de microfilms, Oui. qui existent en principe aux archives nationales, Donc, qui ne sont pas consultables. Je pense qu'à la lumière de ce que vous avez dit ce soir, on peut dire facilement que la France n'est pas prête aujourd'hui à reconnaître ces crimes commis pendant la colonisation. C'était là le premier débat sur le contentieux mémorial. Je tiens à remercier mes invités, M. Boukhalifa Amazit, M. Al-Qassoum Mohamed et M. Fouad Soufi. Je vous remercie également de nous avoir suivis. À bientôt.